côté manuscrit. Et puis, on s'est amusé aussi. Il l'avait présenté comme un vaisseau, comme un paquebot, c'est-à-dire ce qui a été fait. Finalement, on y est. Et je me souviens quand j'ai présenté il craignait qu'en ouvrant les portes... Moi, j'en garde des bons souvenirs. On s'était fait des connexions. L'essentiel, c'était les petits conseils. Les petits conseils réunissaient... Les mathématiciens, c'est leur métier de sortir des idées nouvelles. Par exemple, la Vetus Latina du reste des Alpes. Qu'est-ce que tu fais là, petit Mangin? Et le tir de là. Un grand lien avec la recherche et avec les chercheurs notamment. Moi, je m'occupais uniquement de la partie lettres, les maths qui étaient tout à fait indépendantes et qui avaient une source. Monsieur Petit-Mangin, bonjour. Merci beaucoup à vous de vous prêter à cet exercice qu'est l'entretien. Pour retracer votre parcours, vous nous avez fait la grande amitié d'écrire quelques pages pour nous aider et sur lesquelles nous allons nous appuyer pour pouvoir cheminer tout au long de ce beau parcours. Alors, vous êtes né à Paris, dans une famille protestante très unie. Vous êtes le petit dernier d'une fratrie de 5 enfants. Vos parents ont suivi tous les deux des formations scientifiques. Votre père, plutôt de la physique. Il a été ingénieur à la SNCF. Et votre mère, les mathématiques, car elle a été professeure de mathématiques au Collège Sévigné. Vous appartenez à une famille très portée à l'étude. Votre oncle maternel, André Dieny, était professeur de Cagne à Henri IV, spécialiste d'histoire ancienne. Et votre tante et marraine, Marthe Dieny, était professeure agrégée en histoire-géographie. Leur fils, Jean-Pierre, vous a précédé à l'ENS de 5 ans dans une promotion littéraire. Peut-on dire, à la lumière de tous ces éléments, que votre milieu familial, plus vos dispositions personnelles renforcées par un travail assidu, qu'il ne faut jamais négliger, vous ont amené presque naturellement à entrer à l'école normale supérieure? Bien, c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre dans une famille où l'étude était extrêmement bien considérée. Et en plus, il se trouve que j'ai toujours eu des résultats scolaires brillants. Donc, enfin, c'est comme on dit. C'est-à-dire que j'étais toujours le premier de la classe, presque. Et alors, les premiers, les professeurs ont tendance à dire « Mon cher, continuez. » Et puis, le sommet de ces études secondaires, dans l'esprit des professeurs, et moi par la suite, c'était évidemment l'école normale. Donc j'ai été en somme peu à peu aiguillé vers l'école normale. Je me suis rendu compte que les mathématiques, c'était pas vraiment ma partie, mais, non, parce que je voyais mon frère, qui est devenu polytechnicien, comprenait les problèmes tout de suite, alors que moi je m'arrachais les cheveux, donc je me suis dit, c'est pas là où je vais percer. Et puis, j'aimais bien les matières, et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs excellents dans le primaire et dans le secondaire. À l'école primaire de la rue de Pommard, au nom tout à fait exaltant pour les vignobles qu'il suggérait, je suis allé 5 ans. J'avais un maître excellent, M. Martin, que j'ai eu 4 ans, à qui je dois énormément. Et puis après, du fait de la famille, de ma santé, etc., et je me suis promené pratiquement dans tous les lycées napoléoniens de Paris et sa région. C'est-à-dire que j'ai commencé à Charlemagne, qui était le plus près de notre domicile. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de lycées à Paris. Donc j'ai commencé à Charlemagne, puis après la mort de ma mère, j'ai été reçu par mon oncle dont vous avez parlé. Donc là, j'ai passé 1 an à Sceaux, au lycée Lacanal. Après, j'ai rejoint mon père et mes sœurs qui se trouvaient à Versailles. Donc j'ai été au lycée Hoche aussi, une institution antique. Puis, j'ai eu un arrêt de santé, c'est-à-dire, comme on disait à cette époque, une primo-infection. Donc, on m'a envoyé, c'était l'habitude là-bas, en montagne. Je me suis trouvé dans un lieu
dénommé le Joyeux Séjour, peut-être par antiphrase, à Saint-Gervais. Et j'ai eu la chance d'y rencontrer quelqu'un qui apparaîtra peut-être dans l'émission, même sûrement, Étienne Guyon, qui a été après mon camarade à l'école et ensuite mon directeur respecté. Voilà, donc, puis alors après, fini le primaire, je vais ensuite à Condorcet, où j'ai eu là des professeurs, c'était en Hippocagne, une classe extrêmement agréable parce qu'on avait l'esprit ouvert sur des tas de problèmes divers, on se cultivait et il n'y avait pas de concours à la fin. Donc j'ai beaucoup profité de l'Hippocagne, notamment avec monsieur Daniel Gallois, qui a marqué beaucoup de personnes de notre génération, et aussi avec d'autres aussi très bien. Et puis après, il a fallu rentrer dans une cagne plus performante. Donc j'aurais pu être le reçu de Condorcet, mais c'était un peu tenter la chance. Donc je suis allé à Louis-le-Grand, où là l'atmosphère changeait beaucoup, puisque c'était vraiment la compétition. Au début, je me suis dit, je vais être interne pour ne pas faire ces voyages qui me fatigueraient. Donc j'ai passé 3 mois comme interne, assez pénible, je dois dire. Et on était installés, ce n'était pas comme maintenant, on était 50 dans un grand dortoir, surveillé par un professeur dans sa petite cabine, là, et puis levé et couché aux heures fixes, enfin bon. Alors je me suis reporté vers les trains de banlieue, Versailles-Paris, et en lisant du latin, je crois, à l'aller, et du grec au retour, le petit latin, le petit grec, comme on dit. Bon, et puis, bon, je me trouvais mieux, et finalement, dans les concours qu'on faisait joyeusement à la fin de chaque trimestre, je me suis trouvé assez en tête. Donc j'étais assez remonté. On passe ce concours, et puis je trouve que ça s'était passé assez bien. J'avais eu M. Ergon en latin, que j'ai eu après comme maître à la Sorbonne, Madame de Romilly, et c'était M. Hippolyte, le directeur de l'école, le philosophe, qui faisait passer la preuve de philosophie. Alors, ça s'est passé très vite, donc je me suis dit, est-ce que j'ai dit tellement de bêtises qu'ils ont dit que c'était tout à fait inutile d'insister. Puis après, quand j'ai été reçu, à vrai dire, très bien, Hippolyte m'a dit, mais on voit bien que vous n'êtes pas philosophe, mais enfin, on vous pardonne, puisque j'étais donc le cacique. Et puis, alors voilà, il m'a mis un peu, j'ai retrouvé à l'école, il existait une fonction qui a disparu depuis, heureusement, qu'on appelait cacique général. C'est le cacique de seconde année qui, en principe, devait répondre à l'administration, etc. Je n'étais naturellement pas fait du tout pour cela. Puis il y avait heureusement des syndicats qui commençaient à se mettre en place, des syndicats vigoureux, de sorte que mon mandat a été plus honorifique qu'autre chose. Voilà, en somme, jusqu'à l'arrivée à l'école normale. De vos années à l'ENS, vous avez insisté particulièrement sur le trio de Caïmans de l'agrégation, à savoir Roger Fayol pour le français, Pierre Poutier pour le latin et Jean Sirinelli pour le grec. D'abord, je vais vous poser une question très naïve pour laquelle j'aimerais un jour avoir une réponse. D'où viennent vos Caïmans, de votre point de vue à vous? Alors, l'étymologie populaire qui circulait à mon époque, c'est qu'on avait choisi l'animal le plus paresseux de la zoologie et que les caïmans suivaient parfaitement le modèle qui était prescrit par leur nature. D'accord. On pourrait se dire que ce n'était pas vrai. Non. Le plus souvent. Du coup, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce triumvirat de l'agrégation de lettres classiques que vous avez passé? Alors, il y avait une préparation excellente qui se faisait à l'école, qui doublait et complétait celle de la Sorbonne. Alors, donc il y avait des versions, des thèmes, des dissertations, même la dissertation faite pour le sous-directeur de l'époque, M. Jean Prigent, était le moment terrible parce que le bruit circulait que c'était d'après
la note à cette dissertation qu'on avait ou non une année supplémentaire, puisque le cursus était de 3 ans, plus éventuellement une année supplémentaire. Alors, j'ai beaucoup souffert, et puis, mais je l'ai faite. Mais en revanche, je n'ai pas terminé celle pour Roger Fayolle, qui m'a pardonné. Mais donc, c'était des épreuves assez grandes, et puis le rythme des exercices hebdomadaires, en somme donnait vraiment l'habitude pour affronter le concours, d'autant qu'on allait aussi suivre les cours, ou, sinon les cours, du moins les examens, les blancs ou à la Sorbonne. Alors, on n'allait en général pas suivre les cours magistraux de la Sorbonne, parce qu'on trouvait que les Caïmans faisaient beaucoup mieux quelque chose dans perspective d'agrégation, mais on allait parfois suivre les exercices avec, par exemple, M. Vuillemier, qui notait très, très sévèrement, mais justement, bien sûr, en latin. Voilà. Donc, et puis, bien sûr, il y avait des professeurs qui avaient la cote, comme par exemple Jacqueline de Romilly. Donc, elle enseignait à l'école, mais on allait aussi la suivre sur Euripide à la Sorbonne. Donc, c'était comme toujours très brillant. Et puis voilà, on passait le concours, qui était... alors là, c'est là où j'ai commencé à décliner, puisque j'ai été second. Et après, ça s'est enfoncé dans les profondeurs. Mais enfin, voilà. Et puis, mais c'était très sympathique. Pour alors, la part de recherche à l'école était à peu près inexistante la première année, où, dans ce temps-là, on devait faire le terrible certificat de grammaire et philologie, une initiation à la philologie et notamment aux langues indo-européennes, etc., qui était faite très sérieusement, aussi bien à l'école qu'à la Sorbonne. Ça s'était obligé de suivre les cours. Et puis, après, mon Dieu, pour la recherche, moi, je m'occupais, je me disais, je pourrais peut-être écrire quelque chose sur les auteurs chrétiens. Donc, il n'y avait pas de professeur de patristique à ce moment à la Sorbonne, en latin. Donc, je suis allé suivre les cours et le séminaire d'Henri Marou, qui était le grand historien du christianisme. C'était évidemment une expérience unique. Et puis, après, quand je suis revenu en 4e année, c'est le moment où on commençait vraiment des travaux plus scientifiques, disons. J'ai suivi beaucoup les cours de Pierre Courcel, pas ceux du Collège de France qui me dépassaient un peu, mais ceux qu'il donnait à l'école pratique des hautes études, cours tout à fait pratiques, et où on faisait des exposés et puis on discutait assez librement. Donc ça a été vraiment une école très, très formatrice. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots au sujet de Pierre Courcel ? Ah ben c'était, si vous voulez, c'est un homme extraordinaire. Il est entré au Collège de France, je crois, à 29 ans. Alors, si vous voulez, et comme il avait 60 ans et plus, le malheureux s'était épuisé à le faire. C'était terrible parce qu'il faisait toujours des cours très, très, très sérieux, etc. Mais à cette époque, il n'y avait pas d'année sabbatique, pas de congé libre. Donc, il devait, tous les ans, trouver un sujet neuf et apporter du neuf. C'était ça la règle du collège. Donc, même s'il était extrêmement solide, ça l'avait beaucoup fatigué. Après, il a été directeur de la Fondation Thiers et où il était, je crois, un patron extrêmement sympathique pour les étudiants qui étaient à la Fondation. Mais évidemment, il avait été un petit peu épuisé par ce régime qui n'a pas empêché de publier livre après livre. Mais c'était un peu inhumain et ça ne permettait pas des renouvellements extraordinaires. Donc on enviait les professeurs américains avec leur année sabbatique qui leur permet de temps en temps d'aborder l'autre sujet ou de se cultiver largement. Voilà, donc... mais il était très très sympathique et très humain, en tout cas dans mon cas. Donc on vient de faire un petit colloque sur sa mémoire à la Sorbonne, et donc vous saurez tout là-dessus, sur le maître. À partir des actes. Oui. Vous avez suivi un certificat de suédois avec Maurice Gravier,
Oui. La première question qui me vient, pourquoi le suédois? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que à Versailles, j'avais des amis dans une famille franco-suédoise, dont d'ailleurs le père était un sculpteur, d'ailleurs membre de l'Académie des Beaux-Arts, et la mère était une sévrienne de la promotion 1923, Sylvette Mandous. Son frère était un grand ami de Kastler. Enfin, vous voyez, on reste en milieu normalien. Et alors, avec les enfants, donc j'ai pas mal sympathisé, et puis je me suis dit, ça doit être intéressant de savoir le pays d'où ils viennent. Et donc, voilà, alors, ça m'a intéressé. Et en plus, la famille allemande où j'allais tous les ans était à moitié suédoise, donc, si vous voulez, j'étais un peu déjà dans le bain. Donc, j'ai fait le certificat avec M. Gravier, qui était un archiduc qui avait commencé par travailler sur Luther, puis après il passait, le malheureux devait enseigner les 4 ou 5 langues scandinaves, pas le finnois, mais les langues germaniques, l'islandais, tout ça. Alors, mais il était assez drôle. Par exemple, il nous avait expliqué qu'il n'y avait pas une tragédie danoise où à un moment les héros ne se mettent pas à manger solidement. Donc c'est un pays assez proche de la réalité. Voilà, alors donc c'était plutôt amusant. Le personnage important était le lecteur, Sven Erik Knut. Et puis voilà, donc j'ai pris. Alors ça m'a permis de candidater à une bourse de l'enseignement supérieur suédois pour aller 1 an en Suède. Il n'y avait pas à ce moment-là, c'était beaucoup moins bien organisé que maintenant à l'école, donc il fallait se débrouiller pour trouver un financement. Quand on n'était pas lecteur et donc dans une voie très... donc je l'ai eu, et puis je suis donc parti courageusement là-bas, si vous voulez. Il y a aussi un fait, c'est que la littérature suédoise commence peut-être avec Tertullien, non, c'est un peu mon auteur chéri. Non, les Suédois, dans cet hiver glacial, ont fait des travaux extrêmement importants sur la langue des auteurs tardifs, et notamment de Tertullien. Donc c'est des travaux qui sont fondamentaux pour les éditions actuelles depuis le début du siècle précédent. Et malheureusement, quand je suis arrivé, tous les grands professeurs étaient morts. Donc j'ai trouvé un successeur, qui est M. Norbert, qui est après devenu le recteur magnifique de l'université, donc un homme très puissant et qui mettait son point d'honneur à ne me parler toujours en français. C'était pas mal parce que, si vous voulez, il avait commencé par écrire ses livres en allemand, puis après, pour des raisons X, il était passé entièrement au français, et il était très sérieux. Et alors, j'ai vu ce que c'était qu'un professeur dans l'université nordique ou germanique. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui. Quand le séminaire, on commençait toujours par lire le compte-rendu de la séance précédente, puis on devait signer, enfin les choses. Et on avait des devoirs à faire pour le séminaire. Moi, il m'avait donné à faire une édition des lettres de Saint-Rémy de Reims. C'est pas un Cicéron rémois, c'est bon, enfin, j'ai fait le travail. Et puis, il était très, très remarquable, et j'ai gardé beaucoup d'amis de ce séminaire ou de la vie en Suède, donc peut-être paradoxalement plus même avec les Suédois qu'avec les Italiens. En Italie, il y a tellement de choses à faire, etc., que là, c'est tout de même assez austère, là-bas. C'était austère. Donc, il fallait... Les amis étaient tout à fait importants. Et je continue d'écrire en français. Je reçois des lettres en suédois, mais je ne me donne pas la peine tout de même, ou le luxe de raviver mes connaissances là. Mais pendant longtemps, j'ai lu énormément de romans policiers suédois dans la langue. C'est très à la mode, enfin, ça a été très... Maintenant, j'ai fini par vouloir changer un peu. Je vais peut-être aller vers l'Angleterre. Bon. Voilà, donc... Mais c'était une expérience extraordinaire parce que j'ai vu ce que c'était qu'un séminaire germanique, avec les cours se faisaient, enfin les cours au niveau recherche, ou ce qu'on dirait maintenant
quand on commençait à faire le diplôme d'études supérieures, ça se faisait dans la bibliothèque et on devait prendre les livres, aller les discuter sur les livres et c'était assez impressionnant par moments. Et puis, ce qui était aussi très agréable, il m'avait donné la clé de la bibliothèque. Pour moi, donc j'avais un bureau dans un grand, qu'ils appelaient le corridor des chercheurs, et puis où j'avais tous mes livres, et puis la bibliothèque était juste à côté, donc je pouvais y aller, prendre des livres, etc. C'est ça qui a commencé à me montrer comment une bibliothèque peut être tout à fait utile et agréable. Donc c'était... Et puis évidemment, quand on partait, il fallait refermer le bâtiment. Là, c'était ça la raison, enfin la contrepartie. Donc c'était une expérience un petit peu austère par moment, mais surtout quand il y a eu, au mois de décembre, ça m'avait frappé, il y avait eu 3 heures de soleil dans tout le mois. Donc quand on vient de France, c'est un peu rude. On ne s'étonne pas que les gens soient parfois un petit peu frappés par et que maintenant, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller passer leurs vacances à Rhodes ou dans des contrées un petit peu plus agréables, plus ensoleillées en tout cas. Voilà, donc c'était des gens très, très sérieux dans leur... Évidemment, c'était parfois un petit peu étroit dans leur... Mais pas tous. Par exemple... Et puis, ils sont portés maintenant beaucoup sur le latin médiéval, ecclésiastique, etc. Donc, c'est très beau, mais enfin, c'est un peu différent de ce qu'on étudiait ici à la Sorbonne. Oui. Oui, alors, après la Suède, vous avez été appelé sous les drapeaux. Oui. Et vous avez partagé votre temps, si on peut dire, entre l'Algérie et l'Allemagne. Et je me demande quelles étaient vos fonctions et votre activité en Algérie, où vous êtes arrivé comme sous-lieutenant. Alors, je vais vous expliquer ce mystère. C'est qu'après la Première Guerre mondiale, on s'est dit, paraît-il, dans les hautes sphères, ce n'est pas bien que les élèves des grandes écoles ne participent pas davantage à l'effort national. Donc, il y avait un régime qui s'appelait instruction militaire obligatoire, dont j'ai suivi le cursus pendant les 3 années de l'école. C'est-à-dire on allait tous les samedis au fort de Vincennes se livrer à des exercices dont l'intérêt est évident. Mais enfin, vous voyez, et puis on avait des périodes, j'ai passé comme ça 3 semaines au fort des Rousses, qui est maintenant célébré à la télévision pour des questions de fromage. Mais là, c'était vraiment un fort militaire où c'était un peu ennuyeux là. Et puis, au terme de ces 3 ans, ceux qui l'avaient suivi et qui en étaient sortis, moi je vous confie sous le sceau du secret qu'il y a un parcours du combattant, j'étais tombé dans une fosse et je ne pouvais plus en sortir, n'étant pas très sportif. Un capitaine passant par là m'a dit « Petit Mangin, qu'est-ce que vous faites là ?» Donc il m'a tiré et ainsi ma carrière militaire a pu continuer. Mais autrement, c'était la fin. Il n'y avait pas de notes éliminatoires pour les gens de l'IMO. Alors, donc, on a été... Et on avait un avantage tout à fait considérable, c'est qu'on entrait comme sous-lieutenant. Pas comme les gens qui faisaient la PMS, préparation militaire spécialisée, je crois, qui, eux, devaient faire 6 mois d'école. Nous, on faisait 6 mois d'école, mais on avait déjà le résultat. Ce qui donnait un certain décontracté à nos amis qui... Enfin, non, c'était pas désagréable. Évidemment, il y avait à ce moment-là quelques ennuis. Par exemple, vous savez, notre ami Niva, Georges Niva, le grand traducteur et historien de la littérature russe, a lui été blessé par erreur, mais enfin, il a reçu une balle comme ça. Donc ça pouvait arriver et avoir des conséquences assez désagréables. Alors, à Alger, je faisais mes cours, et puis le directeur de l'école était un officier du genre lettré. Donc pour cette école qui venait
qui venait d'être créé, il voulait trouver une devise en latin. Donc il s'est adressé aux Normaliens et à moi, et finalement la devise a été trouvée on était aussi avec les gens de la France d'outre-mer, qui étaient dans l'art un peu glorieuse de l'infanterie. Les centraliens allaient dans les transmissions ou d'autres choses, mais les littéraires étaient jugés seulement bons pour être dans l'infanterie. Alors, ce garçon de l'Enfant, qui était très cultivé, était en train de relire l'Énéide, et alors il tombe sur un passage où Énée dit à, je ne sais plus laquelle, charge-toi, toi aussi, des soucis du commandement. Ducis et tout suscipe curam. Vous ne pouvez pas trouver de plus belle devise. Seulement, il y a toujours un petit génie qui intervient, et ce qui est paru sur le livre, c'était Ducis et tout suspice curam. Méfie-toi le pauvre colonel était désespéré. Heureusement, personne ne sachant plus le latin. C'était pas trop grave. Enfin, vous voyez qu'on avait contribué à la civilisation latino-française en Algérie. Voilà. Et puis alors, en Allemagne, alors là, ça a été beaucoup plus intéressant parce que j'étais installé à Tübingen. Et puis là, on s'était vite rendu compte que mes qualités guerrières n'étaient pas énormes, et on m'avait chargé du bureau de l'instruction. C'était un bureau qui s'occupait d'organiser des stages et des cours pour les militaires, formation continue, etc. Et alors là, ça m'a fait voir un peu comment il fallait organiser, je n'avais aucune idée pendant mes études, un service pour qu'il tourne, pour qu'on ait de l'argent, pour qu'il soit dépensé en temps voulu, etc. Donc ça m'a été assez formateur. Et je me suis très bien entendu avec les militaires qui étaient, à vrai dire, dans des activités purement pacifiques. Vous voyez. Bon. Mais là, c'était un exemple d'administration qui tournait pas mal du tout. Très différente de l'administration de l'école, qui était beaucoup plus élevée dans ses pensées. Voilà. Les amitiés, la camaraderie normalienne dans tout ça? Oui, bien sûr, on était quelques normaliens. Alors, ça crée des liens d'être tout de même 6 mois dans une vie militaire ordonnée. Mais disons, on était tellement contents de partir que, si vous voulez, ça n'a pas marqué, je crois, énormément, mais enfin, Jean Métayer, André Lacaux, d'autres, nous avons été ensemble 6 mois pour défendre la patrie, comme on disait. Et vous avez été relativement préservé en Algérie des conséquences de la situation dramatique Alors, oui, parce que c'était la fin de la guerre, là. Écoutez, je vais vous dire, à l'école, on disait qu'il y avait un accord entre le commandant de l'école et un certain Baramine, qui était le chef du secteur FLN, et que finalement, il n'y avait pas d'attaque sur les élèves officiers. Enfin, c'est au moins ce qui se disait. Enfin, vous voyez, on pouvait tout de même avoir des blessés là, et des morts, je ne sais pas. Mais en revanche, je me suis trouvé à Alger, puis après je suis passé dans un autre service, ce n'était plus un régiment disons, de terrain, mais j'avais été mis à la commission armée-jeunesse, chose très importante, où il fallait penser sur les problèmes futurs. Donc j'étais là, et je suis promené le 1er juillet 1962. Ça a été une de mes grandes expériences. Le 1er juillet 1970, c'est le jour de l'indépendance algérienne. Et avec un collègue, polytechnicien, je crois, on a dit, c'est pas une raison pour ne pas manger. Donc, on est parti naïvement vers le mess des officiers, il fallait prendre la rue Michelet, etc. Et puis tout d'un coup, on a été encerclé par une foule gigantesque d'Algériens et dans leur joie, et qui poussaient des tas de cris divers.
Et on était là-dedans, seul, au milieu de milliers de personnes. Mon camarade, qui était assez naturel, courageux, s'est avancé tranquillement, comme si de rien n'était. Moi, je l'ai suivi, mais on était tout de même assez contents d'arriver au mess des officiers, parce que notre disparition n'aurait rien créé, le monde continuerait tout à fait. Donc, voilà, c'était ça le secteur. Mais j'ai été tout de même été un petit peu au moment où il y avait ces attentats affreux de l'OAS contre des gens qui semblaient assez innocents. Vous savez, quand l'indépendance a été, après les accords d'Évian, il y a eu des attentats contre les Algériens qui se sont vengés ou défendus en faisant des enlèvements de personnes. Et ça a marqué horriblement la population française d'Algérie, parce que les gens disparaissaient, on ne savait pas ce qui leur arrivait. Alors, d'où la fuite, le grand exode, au moment de la proclamation de l'indépendance, tous les gens essayaient de partir dans les bateaux vers la France, etc. Donc ça a été un moment assez pénible, même si les militaires vivaient relativement tranquillement, puisque la guerre était finie. Alors, pendant votre séjour romain, qui a suivi votre séjour, si on peut appeler cela ainsi, en Algérie... Et en Allemagne. Comment ? Et en Allemagne. Et en Allemagne aussi, à Tübingen. J'ai fait, oui. Entre-temps. Eh bien, 1 an. Le service durait 2 ans. Oui, Algérie, Allemagne, et de nouveau... Et après, je suis parti pour Rome. Oui, en 64, alors. C'est ça. Ouais. Alors, pendant ce séjour, vous faites la connaissance de Noël de la Blancharddière, bibliothécaire à l'École française de Rome. Alors, elle fut certainement une personnalité importante, et pourriez-vous nous la présenter et nous dire si elle vous a inspiré et de quelle manière ? Noël était une personne extraordinaire, là, parce que c'est elle qui avait dit qu'elle n'avait pas pu, que l'école des bibliothèques lui avait tellement ennuyé qu'elle se demandait chaque jour si elle allait rester. Mais ce qui n'a pas empêché de devenir une excellente bibliothécaire, mais pas exactement suivant les normes qui peut-être se sont imposées maintenant. Mais de sorte que elle était, à ce moment-là, l'école de Rome était alors encore plus que l'école normale, une petite société. Il y avait le directeur de mon temps, M. Pierre Voyancé, le culte des muses à Rome, etc. Et puis un secrétaire général, qui était un chartiste, M. André Guillou, qui semblait un peu l'être dangereux. Le byzantiniste. Le byzantiniste, exactement, dans sa jeunesse. Là. Et puis, qui eux étaient dans leur grande recherche, etc. Vous voyez les plus loin. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont obtenu le don, enfin l'achat de l'immeuble de Piazza Navona, qui est une grande affaire, puisque l'école explosait dans les locaux qu'elle avait au Palais Farnèse. L'achat d'un immeuble sur la place Navone a donné une grande expansion à l'école de Rome. Alors là, donc le directeur et le secrétaire général ne s'occupaient pas tellement des membres. Et finalement, c'était Noël la Blancharddière qui connaissait tout le monde à Rome, qui disait « Ah, vous avez besoin de voir le professeur Lorang, qui est le grand directeur de l'Institut norvégien. » Elle appelait l'Institut, donc elle nous a... Et puis elle connaissait vraiment tout sur la scène romaine, et en plus elle était excellente dans les différents domaines que couvrait l'école, qui sont assez vastes, puisqu'il y a l'Antiquité latine, mais gréco-latine, il y a le Moyen-Âge, puisqu'il y a cette tradition de chartistes à l'école de Rome, il y avait même déjà l'histoire contemporaine qui commençait, donc ça supposait d'avoir quelqu'un qui avait vraiment une connaissance. Et puis elle faisait tourner le personnel, etc. Donc c'était elle qui, en somme, je ne dis pas dirigeait l'école, mais enfin, qui rendait la vie tout à fait sympathique et profitable. Donc on a tous beaucoup de reconnaissance. On a eu
On a évoqué récemment l'école de Rome. Ici, à l'école, on se retrouvait avec Tchernia et Bertrand Gestas. Bon, on a tous dit que Noël avait été une personne tout à fait importante et on essaiera de la faire parler pour l'école de Rome. Mais je ne sais pas si elle acceptera ou autre, parce que maintenant elle a déjà un certain âge. C'est la fille de l'historien Pierre du Colombier. Donc, si vous voulez, elle avait quelques héritages. Et elle vous a inspiré de quelque manière parce que je me demandais s'il n'était pas produit pour vous, dans ces années romaines, un tournant ou une sorte de conversion qui pourrait expliquer qu'ensuite vous deveniez bibliothécaire plutôt que maître assistant Alors, écoutez, non, je ne sais pas si ça a quelques rapports. Sûrement, puisqu'on voyait qu'on pouvait faire en tant que bibliothécaire un métier tout à fait passionnant. Ce que faisait, c'était pas uniquement classer des fiches, enfin, vous voyez. D'ailleurs, le maître Pflaum, le grand épigraphiste, quand il a su que je voulais prendre la bibliothèque de l'école, m'a dit « C'est très bien, mon cher, mais si vous faites une fiche, vous êtes perdu. » Avec son accent allemand, je dois dire que j'ai suivi son conseil. J'ai peut-être fait 2 ou 3 fiches, mais je ne me suis pas... Donc on voyait que le Noël savait beaucoup dépasser les côtés matériels du métier et que sa bibliothèque était une sorte de centre nerveux pour les instituts étrangers à Rome, etc. De sorte qu'elle présentait, ce qui est important quand on arrive à Rome, on voit le Saint-Père, mais on n'a pas de contact avec lui tout le temps. Donc il faut avoir des gens. Donc elle connaissait les gens de la Vatican, de l'Institut historique allemand. Rome est plein de bibliothèques extraordinaires, mais il faut être introduit. Donc elle faisait cela parfaitement. Donc, et elle était aussi, quand on s'arrachait sur une société archéologique dépouille, où trouver le bulletin, elle était notre recours pour, disons, comme conseiller bibliographique. Là, elle a été vraiment parfaite là, pour les... D'ailleurs, les gens lui ont fait un volume de mélange qui s'appelle « À la Signorina ». Et elle est donc à la demoiselle, puisqu'elle était connue sous le nom de Signorina. Et un de mes regrets, c'est de n'avoir pas, à ce moment-là, j'étais occupé à l'école, je n'ai pas contribué à cet article, mais c'est une de mes regrets, parce que vraiment, elle le méritait. Et si vous pouvez l'interviewer et qu'elle accepte, enfin, je pense que ce serait très intéressant, parce qu'elle a vu passer des tas de normaliens qui évoluaient sous le climat romain. Alors là, tout doucement, nous passons à l'univers bibliothécaire. Oui. Alors justement, c'est la question qui revient très souvent dans tous les témoignages que nous avons recueillis au sein de ces projets. Comment un brillantissime normalien parce que vous étiez classique à 2 reprises. Non, ça commençait. Vous faites la légende dorée. Non. Alors, je cite, si vous voulez, je cite de mémoire, mais de toute façon, la question qui revient très souvent, c'est comment Pierre Petit-Montjean, avec ce parcours d'élève brillant, de chercheur, de quelqu'un qui est allé à l'international, ce qui n'était pas quand même pratique courante à l'époque, et comment il décide de devenir bibliothécaire? Mais je vais vous dire, c'est un pur hasard, parce que, disons, le bibliothécaire Roger Martin arrivait à la fin de son mandat, il partait comme professeur de logique mathématique à la Sorbonne. Donc le poste était vide. Alors les directeurs de l'époque ont cherché parmi les Caïmans, puisque c'est un poste d'enseignant et pas de bibliothécaire, et que parmi les Caïmans, aucun n'a été tenté. Notamment, je sais que Fayolle, qui aurait été sûrement parfait, dit l'engagement de 10 ans. Oui, il y avait tout de même des engagements pour entrer à la bibliothèque. Il y avait 3 engagements.
1. Rester 10 ans. 2. Loger sur place. Et 3. Passer le diplôme des bibliothèques. Bon, pourquoi passer le diplôme des bibliothèques? Pour que l'école ne puisse pas être accusée d'avoir des gens tout à fait incompétents qui dilapident le patrimoine amassé par les... Bon, donc, si vous voulez, j'ai rempli les 3 conditions, même la première beaucoup plus longtemps. Mais vous voyez, donc, alors ça ne répond pas tout à fait à votre question, mais ça vous explique les obstacles qui se trouvaient sur le chemin et que j'ai franchi pour les... Eh bien, c'est que, figurez-vous que j'aimais assez le travail des bibliothécaires. J'ai fait ça sur les bibliothécaires du Vatican au XVIe siècle. C'était un de mes premiers articles. D'ailleurs, celui qui est encore le plus cité, ce n'est pas très glorieux pour les suivants. Mais donc, j'ai beaucoup... Donc, je comprenais à peu près la façon dont les bibliothécaires, au moins autrefois, travaillaient et pensaient. Donc, ça ne me choquait pas du tout. Et ayant vu ce que c'était qu'une des bibliothèques très bonnes, très utiles, en grand lien avec la recherche et avec les chercheurs, notamment, je vous dis, en Suède, et puis aussi à Rome, ça ne m'a pas choqué du tout. Je n'ai pas eu l'impression de tomber dans un néant obscur. Vous savez que R, lui-même, le grand R, avait dû cacher à sa belle famille qu'il était bibliothécaire. Il avait dû dire qu'il était professeur. Ça aurait fait, dans la Suisse profonde, d'où venait sa femme, un effet catastrophique. Vous voyez. Donc moi, non, je n'ai pas eu ce problème-là. Une de mes sœurs était bibliothécaire, je voyais. Donc, non, je n'ai pas été choqué en concevant le métier de bibliothécaire d'une certaine façon, si vous voulez. C'est aussi pour ça que j'ai toujours tenu à enseigner, même si c'était assez fatigant parfois, mais si vous voulez, c'était une sorte de contrepoison aux fiches, enfin aux détails. Donc vous voyez, ça ne m'a pas semblé, d'ailleurs, vous avez tout de même des bibliothécaires qui ont marqué, Mommsen a été bibliothécaire un temps, Lénine aussi, je crois, enfin, vous voyez, c'est l'évocation, Leibniz, voilà. Donc vous voyez, ça peut... mais évidemment, peut-être on en parlera, le métier changeant pas mal, ce type de bibliothécaire plus érudit, etc., homme de lettres ou autre, ça s'est incliné un peu devant la technique. Ça a tendance de disparaître. Nous l'avons nommé Lucien R. Dans la mythologie de l'école normale, lorsqu'on parle de la bibliothèque des lettres et des bibliothécaires, même si dans vos études vous énumérez vos prédécesseurs, il y a 2 bibliothécaires qui ont marqué les esprits. C'est Lucien R. et vous-même, Pierre Petit-Mangeant. Et je ne continue pas ma légende dorée, je vous assure. Mes collègues peuvent en témoigner. D'ailleurs, cet héritage, en quelque sorte, cette parenté, pose des questions. J'aurais des questions à vous poser concernant justement des petits détails de votre vie par rapport à Lucien R. Mais pour devenir sérieuse, qu'est-ce que Lucien R a été le grand ancêtre? Il est resté dans la bibliothèque des lettres de 1888 jusqu'à 1926, jusqu'à sa mort. Il a créé l'univers de cette bibliothèque et vous l'avez évoqué souvent dans vos études au sujet de la bibliothèque comme quelqu'un dont l'esprit demeure malgré les évolutions de la bibliothèque des lettres. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous prendre l'héritage de Lucien R? Quelles sont les continuités, les ruptures? On aimerait bien savoir un peu plus sur cette... Vous savez, Lucien R, comme vous savez, je suis né 10 ans après son décès, donc je ne l'ai pas connu directement. L'héritage est donc quelque chose transmis par d'autres voies.
Mais si vous voulez, ce qui me semblait tout à fait intéressant, c'est le chapitre sur le bibliothécaire qui a été écrit par Charles Handler dans son livre sur Lucien Hère, puisque là, il présente en somme ce qu'était l'idéal pour Lucien Hère de bibliothèque. Il l'écrit très bien. Alors, l'idée, c'était de faire une bibliothèque qui soit vraiment utile aux études et à la recherche, et donc d'être assez critique dans le choix des livres. Ça a été magnifique. On voit très bien maintenant avec le recul. Lucien Hère n'a pas tout acheté. Il faisait des tas de comptes rendus pour la revue critique, pour d'autres choses. Non, il avait l'occasion de lire les livres et de s'en faire une idée. Puis, il était extrêmement cultivé et très actif. Donc, si vous voulez, c'était en somme l'investissement qui était fait. C'était pas de payer des factures, de dire ce titre m'a l'air intéressant, je l'achète. Et puis non, il faisait vraiment un gros travail intellectuel. Et donc, c'était, comme disait Handler, c'est faire un instrument de culture générale. Exactement, le meilleur de son temps, ouais, c'est voilà, ce qu'il avait ambitionné. Alors moi, comme je ne suis pas philosophe, comme le disait M. Hippolyte, donc je n'oserais me comparer avec Hère, mais disons, on a essayé avec les Boulez d'avoir au moins une politique d'achat un peu dans ce qu'on supposait l'esprit de Hère, vous voyez. Donc, prendre des bons livres plutôt que des mauvais, et donc être un peu critique à l'occasion, et puis essayer que la bibliothèque ait sa place dans le concert des bibliothèques parisiennes. Ça, c'est un point important, puisque dans cet orchestre, si vous voulez, il y a la Bibliothèque nationale qui a tout, enfin qui est supposée avoir tout et même plus. Et puis il y a, je ne sais pas, la Bibliothèque de la Sorbonne qui avait une incroyable collection de thèses de toutes les universités jusqu'en 1914. C'était une sécurité, vous voyez, Et puis il y a, je ne sais pas, Sainte-Geneviève, de superbes collections anciennes, oui, avec lesquelles l'idée de rivaliser serait absurde, puisqu'ils ont des dons depuis le XVIIe siècle. Non. Donc, nous, on avait essayé d'offrir en libre accès, ça c'est la doctrine de Hère, et de l'école d'ailleurs, depuis toujours, de lire en libre accès à la vue des élèves, supposés intelligents et preneurs, là, si vous voulez, un instrument dont ils pourraient se servir. Et alors après, on parlera du public qui a évolué. Je ne dis pas que l'intelligence des élèves a évolué, ça n'a pu que monter. Mais si vous voulez, ça change un peu. Bon, quand je vois qu'il y a une section consacrée à la préparation de l'ENA, eh bien, je me dis, l'école n'est plus exactement au sommet. Bon, ceci est en dehors de notre... Mais vous voyez, donc, Hère, je ne méditais pas tous les soirs en disant qu'aurait fait Lucien Hère. Non, mais on essayait de trouver un peu son esprit en adaptant en fonction des circonstances. Mais ça se faisait normalement. D'ailleurs, c'est ce que font les collègues aussi, je pense. Maintenant, pour ça, il fallait avoir de l'argent. Est-ce qu'on rentrera dans ce domaine? Oui, bien sûr, oui, parce que dans vos notes, mais j'aurais encore une petite question sur cette continuité. Alors, Lucien Hère disait toujours « Je souhaite guider, éclairer, solliciter le travail des chercheurs, non seulement le suivre. » Et nos découvertes précieuses vous concernant dans ce projet montrent un homme, vous, qui était aussi un éveilleur de conscience, des talents et des vocations. Et encore une fois, non, là, je pense que vous allez voir les témoignages. L'image est en train de se construire bientôt. Alors, mais justement, ça fait partie de nos découvertes.
il y a, je crois, la majeure partie de nos témoins qui se réfèrent en vous en disant « Je dois ma carrière à Pierre Petit-Montjean ». Non, là c'est un roman. Vos témoins sont choisis parmi les gens avec qui j'ai travaillé, donc le choix n'est pas... Il y a énormément de gens très bien et qui ont fait des brillantes études et avec qui, hélas, je n'ai pas eu beaucoup de contacts. Mais en revanche, ce qu'on essayait de faire, c'est de trouver, par exemple, pour le choix des livres, puisque c'est là où on peut être utile. Là, on peut parfois... J'ai pu donner quelques conseils à quelqu'un qui travaillait sur le latin ou sur la géographie, etc., domaine que j'ai un peu pratiqué. Mais pour la bibliothèque, nous, on essayait, grâce aux conseils de nombreux lecteurs, anciens élèves ou pas, d'avoir à peu près les livres utiles, parfois dans des disciplines qui commençaient juste à naître, vous voyez, du fait qu'on avait vraiment de bons contacts avec l'étranger. Donc, à notre modeste niveau, on se disait que tel livre... J'ai vu un archicube théologien qui s'appelle Yves Lacoste, qui a fait un article, je crois que c'est dans l'Archicube, disant qu'il avait trouvé les grands théologiens allemands, Rahner et les autres, à la bibliothèque de l'école et pas du tout à celle de la Cato. Vous voyez, c'était un peu notre politique. On ne savait pas que Rahner était quelqu'un de très important, donc on a acheté ses œuvres complètes. Et Lacoste a été, disait-il, très content de les trouver. Donc, dans pas mal de domaines, l'école s'est trouvée à voir un peu ce qui permettait d'aller plus loin. Anticiper le chantier à venir, en quelque sorte. Oui, évidemment, on achète un livre, on ne sait jamais s'il sera lu. Bien sûr. Il semble que plusieurs livres qu'on ait achetés aient été lus. Et pas uniquement pour passer la grille. Tout à fait. Et donc, cette dimension-là, que dans votre modestie et votre discrétion ne voulait pas tout à fait valider, et vous l'assumiez en quelque sorte en tant que bibliothécaire, c'est-à-dire vous étiez conscient de votre apport auprès des jeunes normaliens, des lecteurs. C'est comme quand on fait de la cuisine. En fait, j'en fais très peu, mais est-ce on est conscient de ce qu'on fait? Non, on essaie de faire... Là, on essaie de faire tourner la maison, et puis de le faire tourner plutôt bien. Et si ça peut servir, on s'en réjouit. Et si on achète des livres qui ne sont jamais lus, pas encore coupés après 150 ans, attendons. Vous voyez, non, là, je crois que vous êtes trop hagiographe, ma chère. Hagiographe. Oui. Pour assurer le bon fonctionnement de la bibliothèque, pour la faire évoluer, il vous fallait demander des moyens. Oui. Et voire peut-être proposer des solutions qui soient technocratiquement susceptibles d'être validées et mise en œuvre. Et alors j'ai l'impression que le recteur Sirinelli, notamment, mais peut-être d'autres, ont été des interlocuteurs, pour ne pas dire peut-être des complices de bons conseils, pour faire advenir ces progrès que vous appeliez de vos voeux. Alors est-ce que vous pourriez illustrer pour nous cette phase de votre action et de vos collaborations qui tient à ces demandes de financement? Oui, c'est très important. Et si vous voulez, la première collaboration, c'est avec la direction de l'école. Donc, si on n'est pas d'accord avec la direction, il n'y a rien à espérer de l'ensemble. Et puis, être bien d'accord aussi avec les enseignants. Et moi, je m'occupais uniquement de la partie lettres, un peu des maths, mais qui était tout à fait indépendante là, et qui avaient leur source de revenus par le CNRS, etc. Et pour les lettres, donc, on a essayé de persuader. Et puis, alors, il fallait trouver des sources de financement. Alors, en effet, là, on a été aidé notamment par le CIR, comme nous disions, le Sirinelli, qui nous a dit est-ce que ce ne serait pas possible de mordre un peu sur les crédits de reconstitution de matériel? Après tout, c'est bien de reconstituer des chaudrons, des choses importantes dans la vie de tous les jours, mais on peut aussi considérer que
des livres font partie de l'équipement des normaliens. Et là, à partir de, je ne sais plus quand est-ce que c'est, les années 70 ou autres, on a commencé à mordre sur le budget, crédit de reconstitution de matériel. Il y avait des crédits de fonctionnement. Et c'était un peu paradoxal que la plupart des crédits de fonctionnement allaient être absorbés par la bibliothèque. Donc, fureur de ceux qui avaient des prises électriques à acheter, enfin, vous voyez. Donc, c'était pas sain. Alors, on a eu les crédits de fonctionnement qu'on a défendus tant qu'on a pu. Deuxièmement, il y a eu les crédits de reconstitution de matériel, c'est un autre chapitre qui, je crois, est tari maintenant. Et puis, troisièmement, on a eu les crédits de recherche. Et finalement, qu'est-ce qui nous a beaucoup posé? C'est l'intendant de l'époque, M. Cassou, car lui avait une grande habitude des mouvements financiers. Il a dit, si vous voulez avoir des crédits qui vous permettent de vivre, il faut que la bibliothèque se branche sur les crédits de recherche. Et alors, on a essayé de faire admettre que acheter des bons livres dans les disciplines pratiquées à l'école était une façon d'aider à la recherche, vous voyez. Donc ça, et par bonté de l'école, ça a été admis pendant assez longtemps, vous voyez. Mais je sais que au début, quand j'ai commencé à crapiller un peu pour la bibliothèque, par exemple, M. Rocard avait bien vu le danger. Il disait, qu'est-ce qu'ils font ces bibliothécaires? Ils fassent donc des expositions ou des choses comme ça, en espérant que on allait se consacrer entièrement à faire des expositions pour la gloire de l'école, qui auraient peut-être ramené des choses pour les générations futures. Donc on a continué comme ça, avec l'accord des directeurs. Par exemple, Bousquet a été très très bien, parfait. Monsieur Hervé, le directeur scientifique, a été extrêmement rigolo, etc. Et puis, il y a eu aussi le fait qu'on a eu comme directeur Georges Poitou, qui, lui, avait construit la bibliothèque d'Orsay de maths, qui passe pour une grande réussite. Donc, il comprenait tous les problèmes des bibliothèques avant même que je les ai exposés. C'était un peu gênant. Mais cela dit, c'était extraordinaire. Et comme il était très habile, lui aussi, c'est-à-dire qu'il pouvait faire des choses que le bibliothécaire est incapable de faire. Signaler au ministère qu'il y a tel type de projet qui peut être subventionné, etc. Moi, je n'avais pas les réseaux qui permettaient de ça. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on a pu. Et puis, alors, on a aussi développé deux secteurs importants, qui est celui des dons. Bon, alors là, ça a été, ça on pourra en parler, c'est un chapitre à soi tout seul. Et puis aussi celui des échanges, qui a été assez important, et donné à l'école une petite originalité sur la place de Paris, vous voyez, pour les faire. Mais l'essentiel, c'est parce qu'on avait de l'argent et des personnels. Or, les personnels, au début, il y a eu les terribles périodes de Madame Saulnier-Seïté où ça allait très mal, mais au début, j'arrivais à avoir un poste tous les 18 mois, en gros, tout au début, en 64 jusqu'à vers 70, et puis après, ça a été vraiment beaucoup plus difficile d'avoir des postes. Alors il a fallu se débrouiller, on a pris des gens du CNRS, parfois des gens dont le CNRS ne voulait plus, ils cherchaient à se débarrasser, donc on nous a donné, enfin, ça a pu très bien marcher, moins bien, vous voyez, mais là, ça a été difficile d'obtenir des gens, donc il ne faut pas oublier que quand je suis arrivé, il y avait à la Bibliothèque des Lestes 13 personnes, je crois, dont 3 s'occupaient du nettoyage. Donc ça fait une dizaine de personnes, depuis le magasinier qui rangeait les livres, jusqu'à Boulez et moi. Et, vous voyez, ce n'était pas une équipe pléthorique. Et on travaillait pas mal, il faut dire ce qui est. Mais
Voilà, donc en gros, ce qui se passait pour les crédits, c'était ça mon occupation, les crédits et les postes. Oui, c'est la même chose aujourd'hui sûrement pour Madame Sordet, etc. On se bat pour le... Et puis j'avais un principe, c'est que les crédits qui nous étaient donnés, dans mon esprit, ils ne servaient qu'à acheter des livres ou du matériel de documentation. Donc, s'il y avait à réparer une chasse d'eau, des trucs comme ça, ce n'était pas apprendre sur les crédits de la bibliothèque, c'était apprendre sur les crédits généraux de l'école pour faire. Et ça, c'était admis à ce moment-là. Mais évidemment, je ne pouvais pas faire des transformations somptuaires, faire peindre des fresques merveilleuses, etc. Non, c'était pas. Bon, ben, c'est ça. On avait des crédits qui augmentaient un peu, et pour très précisément acheter des livres ou de la documentation ou des reliures, des trucs dans ce genre-là. Mais ce qui était, disons, enjolivement ou même travaux de sécurité ou autre, c'était... alors il y a des choses qu'on n'a pas pu faire. Par exemple, dans la salle 5, vous savez, l'éclairage est absolument lugubre. C'est là où il traverse péniblement des dalles. Quand on est en bas, on ne voit rien du tout. C'est scandaleux. Mais, voulez-vous, c'est une chose qui n'a pas été faite de mon temps, qui va sûrement être faite bientôt. Je m'en réjouis. J'ai quelques questions sur les échanges. Oui. Le nombre des échanges établis entre la bibliothèque de l'ENS et des institutions françaises et étrangères est tout à fait considérable. Et ces échanges ont permis d'enrichir substantiellement les fonds de la bibliothèque en complément des achats et d'obtenir par ce biais aussi des livres ou des revues qui sont quelquefois bien rares en France, voire inexistants. Alors je voudrais savoir comment vous avez conçu, réalisé et développé ce vaste réseau au milieu de vos autres occupations déjà si prenantes. Alors, d'abord il faut dire que c'était pas... J'étais aidé par Madame Hart, par Madame Abelin, un temps, enfin d'autres personnes qui ont géré, parce qu'une question d'échange, il faut être précis. Parce que si on écrit une lettre, puis après ça reste quelques mois sans suite, pas très bon. Alors, j'ai commencé par faire des échanges avec les bibliothèques dont je savais qu'elles disposaient de publications. Maintenant, le rêve, c'était en Allemagne, en Hongrie, avant le changement. Parce que les malheureux collègues avaient d'excellentes publications, très savantes, assez chères sur le commerce international, et qu'ils n'avaient pas le droit d'acheter les moindres livres à l'étranger. Alors, j'arrivais la bouche enfarinée, je disais, est-ce qu'on peut vous fournir des livres que vous nous demanderiez? Et en échange, on voudrait recevoir le livre sur les écritures turques et autre chose passionnante publié par l'Académie des sciences de Hongrie. Et ça a marché, en tout cas jusqu'à ce qu'ils soient, les pauvres, rentrés dans l'économie de marché et que ça devient beaucoup plus difficile, je crois, maintenant. Mais donc, ils étaient très contents et surtout, on avait cette monnaie extraordinaire d'échange. Les publications de l'école sont ce qu'elles sont, utiles, mais tout de même un peu limitées. Et il y a les fonds de double. On avait des fonds extraordinaires de bibliothèques qui nous ont été donnés par des archicubes, où on trouve beaucoup de livres passionnants et qui ne sont pas forcément arrivés dans d'autres pays. Je me souviens que les gens de l'Institut d'études classiques de Londres avaient fait une liste des livres importants qui leur manquaient. Ça leur a demandé sûrement un certain travail, mais ils l'avaient envoyé et on avait pu leur fournir, je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine de livres qu'on avait dans nos doubles, vous voyez. Donc, et eux aussi nous ont offert beaucoup de choses de bonne qualité et parfois des abonnements à des revues tout à fait passionnantes comme le journal du Warburg Courtauld Institute. On l'a par échange, je crois toujours. C'est-à-dire qu'on leur fournit des choses qui n'ont pas, ou vous voyez, ou qui sont très difficiles à obtenir quand on est à l'étranger, vous voyez. Donc ça, alors j'avais en somme deux domaines
petits qui m'amusaient, si vous voulez. L'un, c'est l'Antiquité, parce que là, je connaissais un peu les collègues qui géraient les bibliothèques ou les directeurs d'instituts. Ça, c'était un point. On a eu beaucoup de choses sur l'Antiquité, les instituts à Athènes, à Rome. Et puis, deuxièmement, j'ai essayé, avec des succès plus ou moins variés, d'obtenir les revues publiées par les bibliothèques, surtout américaines. C'est quelque chose qui n'est pas très répandu en France, où on n'a pas tellement de revues qui soient publiées par des bibliothèques, là, par la nationale. Mais enfin, alors là, donc, j'ai obtenu comme ça Harvard Library Bulletin, qui a des articles passionnants. Et puis, il m'est arrivé une histoire avec Princeton University Chronicle ou Gazette, je ne sais pas. Je leur ai écrit ma belle lettre enrubannée, disant. Alors, ils ont répondu, cher monsieur, c'est trop fatigant des échanges. Ça fait perdre trop de temps. Mais nous vous donnons la revue. Alors, que demandez-vous de plus, là? Vous voyez, donc on a parfois de bonnes surprises. D'autres fois, les bibliothèques en Suède, notamment, disent, mais non, gérer les échanges, ça demande des travaux surhumains, donc nous, on ne veut plus. Bon, ben, au revoir. Vous voyez, donc, c'était un travail où il faut... Puis après, les bibliothécaires changent, on peut reprendre ça. Mais donc, ça suppose un réseau de relations, parfois en dehors de la bibliothèque proprement dit, mais c'est les collègues vous voyez, qui savent l'intérêt des publications et qui peuvent donc voir leurs homologues dans un institut à Athènes ou à Rome, vous voyez. Mais c'est un domaine où on parle du fait de l'enseignement à l'école, du fait que beaucoup de normaliens vont après s'occuper d'articles normaliens ou assimilés. Parce que ce que je n'ai peut-être pas fait remarquer, c'est qu'on a eu, depuis l'époque où il y avait, quand je suis arrivé, il y avait bien 5 lecteurs non normaliens dans la bibliothèque, vous voyez. Et après, déjà à mon époque, c'était plusieurs centaines. Mais alors, ce que j'essayais toujours, c'est de recevoir les nouveaux lecteurs pour leur expliquer le fonctionnement, pour qu'ils se rendent compte qu'on n'était pas aussi développé que la bibliothèque d'Ottawa. Mais non, c'est comme ça. On a des moyens beaucoup moins importants. Et les gens comprenaient après que... Et puis, j'avais toujours un paragraphe dans ma supplique disant « Et si vous avez une revue que votre bibliothèque est prête à donner ou à échanger, pensez-vous au service des publications. Ce n'est pas toujours les bibliothèques qui disposent des livres, mais il faut savoir un peu la géographie de l'université, qui a les livres, qui est comptable de tout ça. Mais, et puis pour là aussi, les élèves étrangers et les professeurs invités ont pu être parfois merveilleux, si on les prend à temps. C'est ça. Donc il faut, disons, voir le trésor qu'on a avec ces élèves étrangers qui deviendront sûrement des gens très, très importants. Et puis les professeurs qu'on fait venir, ça a été une des forces de l'école, c'était une amélioration. Ce système d'échange de professeurs qui venaient un mois à l'école s'est beaucoup développé et j'ai essayé que la bibliothèque en profite, vous voyez. Nous allons passer dans une autre temporalité de l'histoire de la bibliothèque et de l'école, qui est la fusion de l'école normale d'Ulm avec son école sœur, l'école des Sèvres. Dans vos notes de l'époque, dans vos rapports à la direction, nous constatons une sorte d'appréhension, d'inquiétude pour cette fusion. J'ai pu relever que les problèmes que vous soulignez à l'époque, c'était la vie en commun et l'ouverture. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur cette fusion et sur ces deux problèmes? Comment vous les conceviez? Très volontiers. Je vais vous dire qu'on avait d'excellents rapports, disons, en tant que personne, avec les collègues de Sèvres, qu'elles soient enseignants ou bibliothécaires, et particulièrement, je garde un souvenir presque ému de Madame Putois, qui était une personne admirable,
qui se dévouait à son entreprise et qui avait une vision très sage des problèmes. Donc, vraiment, nous n'avions pas du tout de problème personnel ou même sur les choses. Alors, l'idée, c'est que ça reste des bibliothèques qui, si vous voulez, soient au service de l'école. Vous savez peut-être que Madame Putois était qualifiée, non pas de bibliothécaire, mais de agrégée secrétaire. C'était Madame Dury qui avait tenu pour la mettre à l'abri des tentatives impérialistes de la direction des bibliothèques, qu'elle ne figure pas sous le nom de bibliothécaire, pour que les oukases formulés par la direction n'atteignent pas la petite école de Sèvres. Et on avait la même politique ici, à l'école des jeunes gens. Le problème a disparu avant la fusion officielle, quand le concours a été commun, enfin, etc. Et le problème n'existait pas pour les élèves en cours de scolarité, puisqu'à ce moment-là, ils devenaient automatiquement normaliens et jouissaient exactement des mêmes droits, qu'ils soient garçons ou filles. Mais avant, il restait tout le stock des anciennes sévriennes. Bon, alors, celles qui étaient professeurs dans l'établissement, il n'y avait aucun problème. Mais vous aviez des gens tout à fait éminents, je le dis comme je le pense là, qui pensaient que du fait même qu'il y avait cette fusion, ils avaient exactement les mêmes droits que les normaliens hommes. Mais pourquoi pas? Mais il faut voir que ça représentait l'intégration comme ça ne se faisait pas aussi facilement que ça, dans la mesure où il y avait beaucoup de sévriennes très douées, le problème n'est pas là, remarquable, mais qu'on ne connaissait pas du tout. Donc c'était des dizaines, voire des centaines de nouvelles personnes qui pouvaient potentiellement venir et qui n'avaient pas du tout, en général, l'habitude de la bibliothèque, qui vivaient suivant les règles de Sèvres, les habitudes qui étaient peut-être plus favorables pour les lectrices, etc. Je ne sais pas. Mais alors, si vous voulez, le personnel ne bougeait pas. C'est-à-dire que nous n'avions aucune personne venue nous aider à faire face à ce flux éventuel. Donc, ce qu'on a dit aux gens, c'est qu'elles devaient de toute façon montrer qu'elles étaient anciennes sévriennes. Vous allez dans n'importe quel endroit, il faut montrer que les titres qui vous permettent ça. Et puis, alors, je me souviens plus pour le prêt ce qu'on a fait. Je crois que pendant un temps, j'ai dit, empruntez tant que vous voulez, sous le nom de Madame Putois, qui était d'accord pour couvrir les choses. Parrainait. Et qui était aussi tout à fait capable de faire revenir les livres, parce qu'elle avait de l'autorité. Donc, on n'avait pas ce problème. Et puis, et moi, j'ai essayé de voir toutes les sévriennes qui venaient à l'école sans avoir pratiqué la bibliothèque. Là. Donc j'en ai reçu beaucoup, aussi même Madame Cantos-Ferber, que j'ai reçue quand on avait un intérêt commun pour Lévis, etc., charmante, mais je lui ai fait mon petit numéro en expliquant qu'avec le personnel peu nombreux qu'on avait, ça allait compliquer beaucoup si il y avait une adjonction énorme de personnes. Puis après, et j'ai dit, il faudrait bien qu'on ait un annuaire des sévriennes. C'est tout de même la base de tout. Bien sûr. Alors le dernier date de, je sais pas, de 15 ans, et que m'avait donné Simone Follet ou autre. Alors, mais faire un annuaire, alors je dis que la disparition du problème a été quand l'annuaire a été commun. Parce qu'à ce moment-là, on avait le moyen de repérer tout le monde, si vous voulez. Mais c'était ça qui bloquait un truc purement administratif. Si on avait eu des dizaines de personnes qui ne faisaient rien, on aurait pu tout de suite absorber beaucoup plus de monde. Mais là, c'était vraiment compliqué. Donc je ne voulais pas que la fusion se fasse uniquement sur le dos du personnel d'Ulm, qui se trouve avec un énorme travail en plus, parce que ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de sévriennes qui trouvaient peut-être un peu mieux
à la Rudulme, sont venus à la Rudulme, de toute façon c'est plus central, etc. Donc on a eu une personne, c'est rien, 10 ça va, s'il y en a 200, c'est un peu plus difficile, vous voyez. Ça déséquilibre complètement le système. Oh, c'est pas que, mais en fait, si vous voulez, c'était pas juste que ce soit toujours le même personnel qui est une sorte de transfert. Et dans cela, moi, je défendais un peu la vie des personnels. Et je vous dis, pour une personne, ça n'a aucun... Et puis alors, naturellement, aucun problème pour ceux qui venaient, qui enseignaient. Il y a d'ailleurs plusieurs dames qui sont devenues professeurs de l'école unique. Pas de problème. Regardez, Madame Trédé est devenue directrice. Enfin, non, aucun problème. Mais il faut tout de même se rendre compte que ça a été un peu lourd pour eux. Et c'est à ce moment-là où vous avez senti le besoin de créer en quelque sorte pour la bibliothèque un appui solide et que vous avez inventé la forme du Conseil des sages, n'est-ce pas? C'est 1985. Oui, donc un peu avant, on y avait réfléchi et j'avais discuté par exemple avec Sirinelli ou des gens qui... Sirinelli était depuis des longues années professeur à Sèvres, donc il habitait juste en face, donc il venait très souvent à Sèvres, il était très connu de ces dames. Mais alors, il a accepté de piloter un peu cette affaire, où il fallait que ce soit à peu près la parité, les gens, et qu'il y ait des gens, disons, pas du tout de personnes de bibliothèque, c'était uniquement Madame Putois et moi, ou après Madame Pantin, qui, en somme, rendait des comptes à ces sages. Et le Poitou était aussi tout à fait d'accord, là, enfin. Donc, il avait comme ça un rapport assez précis sur ce qui se passait dans la bibliothèque. Et nous, ça demandait bien sûr du travail, mais on était content que ça puisse fonctionner, vous voyez. Et ça s'est très bien passé jusqu'à la fin. C'était un peu plus compliqué, là, comme Madame Cantos-Perber a pris le pouvoir. Et alors, je crois qu'après, le Conseil ne s'est plus jamais réuni. C'est tout à fait ça. C'est une nouvelle forme qui n'a rien à voir actuellement. C'est le comité des bibliothèques, de suivi des bibliothèques. Ah, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas du tout, parce que, si vous voulez, le comité des sages était... Poitou m'avait dit qu'il faut faire comme pour l'énergie atomique, enfin, c'est-à-dire les gens viennent sous-nominés, enfin, en tant que les gens, il n'y a pas des remplaçants, etc. Les gens viennent en tant que personne, et puis ils ne sont pas là, ben, il n'y a rien. Et puis, si vous voulez, tu ne prends pas de personnes du personnel, parce que ça va devenir un lieu d'échange syndical, etc. C'est pas du tout ce qu'on veut. On veut réfléchir sur les grandes orientations, puisque c'était tout de même un gros problème, la fusion. Donc il fallait voir un peu où on voulait aller et avoir des gens qui étaient... Vous avez vu, il y avait Madame Mayer, qui était spécialiste de l'éducation féminine. Il y a beaucoup de... Madame de Romilly, donc qui avait accepté de venir s'occuper de ça. Il y a eu M. Toubert pendant un temps, enfin des gens tout à fait connus qui acceptaient, en somme, par sympathie pour la maison, de consacrer une partie de leur temps et de leur autorité à cela. Donc pour nous, ça demandait pas mal de travail en plus, mais je crois que ces documents peuvent avoir un intérêt historique, si vous voulez, maintenant. Et à ce moment-là, ça permettait à la direction de savoir si les fonds qu'elle donnait à la bibliothèque étaient utilisés de façon raisonnable ou non. Vous voyez. Très bien. Donc, et là, il n'y a eu aucun problème avec la partie sévrienne de l'ensemble. Non, enfin, je crois, non, il n'y avait pas de problème. Et puis, mais c'était pour des questions, disons, de scientifiques et de... Non, oui, et Madame Pantin était parfaite, là, c'est elle qui a géré dans le détail les réunions. Et non, ça se passait très bien, enfin, dans mon souvenir, oui. Et certaines remarques, naturellement, étaient très importantes, parce que c'était fait par des gens
qui connaissaient la bibliothèque et l'école, ou plutôt les écoles, et qui donnaient des idées très, très raisonnables pour les... Donc, c'est à ce moment-là que Madame Dormy m'a sorti ça, ou elle l'avait fait avant, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas normaliens et qui maintenant ont accès assez facilement à la bibliothèque. Et moi, j'étais inquiet devant, si vous voulez, la charge de travail en plus et la difficulté de récupérer les livres. Parce que c'est un problème mineur, mais quand le livre est parti au Texas, difficile de le récupérer, là. Vous voyez. Alors, notre connaissance des États-Unis ont beaucoup augmenté. Mais enfin, si vous voulez, mais enfin, c'est pas, on perd un peu son temps. Non, pas. Non, c'est très très bien. Donc, c'est grâce à Jacqueline Dormilly que nous avons ouvert la bibliothèque vers les lecteurs. Non, j'ai mal c'était bien compris. avant. Puisque Madame Dormilly, je la voyais assez souvent. Non, l'ouverture a commencé, disons, peu de temps après mon arrivée, mais une ouverture mesurée. Puis ça a augmenté. L'école prenant de plus en plus d'importance dans le circuit universitaire, c'était pas le logique de ne pas donner aux gens l'accès à une collection en libre accès, qui à ce moment-là était pratiquement la seule à Paris. Bien sûr. Puisque les nouveaux locaux de la Nationale n'étaient pas encore inaugurés. Donc c'était une aide considérable. Et alors je reviens toujours à mon bateau, ces lecteurs, disons, non archicubes, ont souvent été beaucoup plus généreux que les normaliens pur jus et ont donné beaucoup de choses, des conseils, des livres, des pistes à suivre pour les échanges, etc. Donc on a eu vraiment, parmi les lecteurs, qui étaient vraiment contents d'avoir, pour leurs travaux, une bibliothèque en libre accès avec un fonds qui n'était pas ridicule. Donc, vous voyez, c'est ça qui est... Et j'ai profité de leur enfin, nous avons profité de leur reconnaissance. Vous voyez. Donc, c'était... Mais vous n'avez pas lu l'article extraordinaire de Paul Veyne là-dessus, qui disait, c'était pour une histoire... Vous le trouveriez, je crois, dans le dossier personnel de Veyne, dans les dossiers des anciens élèves que j'ai laissés je pense qu'ils les ont dans gardés. vos archives. Veyne, Paul Veyne. D'accord. Et alors, il y avait un article dans Le Monde extraordinaire où il avait trouvé que la solution de tous les maux des universitaires était d'ouvrir à tout le monde la bibliothèque de l'école normale. Ben oui. Oui, c'était une idée merveilleuse. Puis après, c'est un peu sa générosité, un peu mesurée, parce que des collègues du collège m'ont fait remarquer qu'on ne pouvait pas, à ce moment-là, on devait avoir 15-18 personnes, remplacer la Bibliothèque nationale, qui en avait 1500. Enfin, il y a une question de grandeur, là. Évidemment. Donc, ce qui tourne bien sur un petit nombre peut s'augmenter, mais pas tout d'un coup éclater. Voilà. Voilà, et maintenant, ça suit son cours, là, disons que c'est bien, j'espère. Du coup, ce Conseil des sages vous a permis à la fois de parler de ressources documentaires pour essayer de créer une nouvelle politique sur les 2 sites, Jourdan et Ulm. Oui. Ça vous a permis aussi de pouvoir rendre des comptes de manière structurée et ça faisait plaisir à la direction, sur l'argent dont vous disposiez, les créations de postes, et aussi, vraisemblablement, avoir une instance sur laquelle vous appuyez et qui appuyait vos décisions sur des demandes telles que l'évolution des locaux. Oui, je pense que ça a été... ça donnait l'impression que c'est toujours la même chose. La bibliothèque n'est pas uniquement l'affaire des bibliothécaires ou d'un petit public, mais que c'est quelque chose qui est au service d'une communauté. Et on peut penser, disons, à l'échelon parisien, éventuellement, l'échelon national, je ne dirais pas, mais à l'échelon parisien, parce que il ne faut pas doubler les choses. Si une bibliothèque fonctionne bien, pas la peine de la copier. Vous
pour moi aussi, ça n'ajoute rien, vous voyez. Donc là, on était... non, c'est sage, enfin, c'était en tout cas un travail assez fatigant, mais utile. Et je trouve, alors, ceci, non, je ne vais pas le dire, mais l'enquête générale sur les bibliothèques universitaires, EGBU, je ne sais plus, me semblait beaucoup plus se perdre dans les statistiques. Technocratique. Oui, technocratique. Et de par exemple, nous, l'emprunt ne va pas être tellement important dans la mesure où c'est essentiellement une bibliothèque de prêt. Alors après, on peut essayer de voir si les livres ont servi, etc. Mais enfin, ça, c'est Sherlock Holmes. Alors, vous voyez le système. Donc, je pense que ça donnait une idée assez précise de notre existence. Et puis ça permettait à la communauté de se sentir concernée par cet outil de travail qui était le sien. Oui, oui. Et c'est aussi dans le sens que vous avez défendu, notamment vis-à-vis de la direction, que la bibliothèque est le laboratoire des littéraires. C'est ça. Il faut dire aussi que vous aviez tout un public qui venait à la bibliothèque et qui, je ne suis pas sûr qu'ils viennent maintenant. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes étudiants et c'est extrêmement bien, là, puisque c'est l'avenir, c'est les gens qui font leur thèse, etc. Mais avant, on avait tout un tas de gens, des hautes études, la Sorbonne ou des grandes institutions parisiennes, qui venaient travailler, vous voyez. Celui qui est mort... Ça continue. Ça continue, mais... Il y a une gamme énorme, un éventail énorme au niveau des âges. Oui, c'est bien. Notre lectorat est très mélangé. J'entends dire par plusieurs que, par exemple, depuis qu'on a supprimé la salle des périodiques, ça a perdu beaucoup de son intérêt, si vous voulez. Bien sûr. Donc, les gens qui venaient ne viennent plus, ça c'est évident. Vous Bien voyez, sûr. Ça c'est... bon, c'est comme ça. J'aimerais vous demander de nous parler de la bibliothèque dans des périmètres évolutifs. D'abord, nous avons vu avec la fusion que la bibliothèque des lettres est devenue aussi une bibliothèque sur deux sites. Voilà, donc elle s'est articulée. Il y a eu une politique documentaire qui est arrivée aujourd'hui à une identité de la bibliothèque de Jourdan très forte sur les sciences sociales et la géographie. Tout à fait. Voilà, parce que la bibliothèque répond aux besoins des laboratoires, des équipes et des enseignements qui sont menés sur le site de Jourdan. La bibliothèque d'Ulm a été longtemps, enfin vous avez été, en tant que directeur de la bibliothèque générale, jusque dans les années 90 je crois aussi, directeur de la bibliothèque de mathématiques. Oui, alors c'est ça. Alors ce qui se passait, c'est que c'était un reste de la bibliothèque unique qui a commencé à se fractionner quand les laboratoires ont pris de l'importance, et ça a été lors de la construction des laboratoires en 1937 au temps du Front populaire. Alors, donc, la physique a repris ses livres, la chimie a repris ses livres, la zoologie, etc. Et puis, il restait les maths qui sont restés au 1945, et comme M. Martin était l'époux de Mme Martin ça facilitait les choses. Mais j'étais théoriquement le responsable de la bibliothèque de mathématiques, mais pratiquement ça me consistait à remonter éventuellement le moral de Mme Martin si elle avait des problèmes avec les mathématiciens trop pleins d'initiatives, puisque c'est un peu... Et puis éventuellement faire entendre une voix de calme. Si vous voulez, mais les mathématiciens déjà commençaient à obtenir des crédits non négligeables par leur formation CNRS. Donc, voilà, alors, la fusion s'est opérée quand le département de mathématiques a eu son existence. C'était plus un professeur, mais un département de maths qui était, je crois, dirigé par Brouet, et qui, donc, a dit, nous, on veut cette bibliothèque comme la physique a sa bibliothèque, etc. Très, très raisonnable. Alors, il y avait des crédits qui passaient par nous, je crois qu'ils sont allés directement aux maths. Enfin, je ne me souviens plus le détail, mais c'est ça. Et puis, j'ai continué de rendre visite de temps en temps à Mme Martin,
et puis après à Madame Zweig, qui était sa successeur, et non, il n'y a pas eu de problème grave pour... Si, il y a eu un problème disons, de personnel. Donc j'envoyais du personnel de la Bibliothèque des Lettres, je ne dis pas en pénitence, mais enfin en mission, parce que Mme Martin était à mi-temps. Oui, tout à fait. Et puis après, quand sa collaboratrice de longue date, Mme O, qui est partie à la retraite, ça a été un peu plus compliqué. Donc il y avait des gens de la Bibliothèque des Lettres qui allaient au maths, mais ils faisaient des travaux pour nous, pour Lettres. Ils assuraient le prêt, en fait. C'est ça, l'accueil et le prêt. Le prêt, exactement. Mais enfin, c'était une charge pour un personnel pas pléthorique, si vous voulez. Bien sûr. Et puis après, les matheux se sont débrouillés par leur réseau pour avoir du monde, etc. Et donc, je crois qu'ils ont pu, effectivement, au moment de la séparation, arguer de cette séparation pour pouvoir faire des demandes en personnel pérenne. Oui, non, là, c'est tout à fait normal. Ça n'a pas été un divorce sanglant. Non, j'ai justement l'impression que vous avez toujours été, même avec les bibliothèques de laboratoires scientifiques, qui avaient une manière de travailler, les livres à côté de la paillasse, beaucoup moins professionnelle qu'une bibliothèque comme la vôtre, mais que vous avez toujours voulu garder des liens avec les collègues, que vous êtes tenu au courant de ce qui se passait. Pas dans le détail, mais je vais vous dire, il y avait un point qui existait dans l'école d'Anselin, mais n'existe plus, je crois. C'est les fameux conseils, le mardi, le conseil dit de direction, où il y avait le directeur, l'intendant, le secrétaire général, etc. Et je ne sais pourquoi le bibliothécaire. Et puis après, il y avait le jeudi le conseil des laboratoires, où il y avait non pas les directeurs de laboratoire, sauf cas exceptionnel, mais les sous-directeurs qui faisaient tourner les laboratoires. Et donc, ils faisaient tourner la bibliothèque du laboratoire. Là. Donc, c'était très sympathique, parce que, en général, on apprenait beaucoup, et les problèmes qui allaient arriver au 45, on avait déjà une idée par le 24 rue Le Mont, et puis on discutait. Enfin, ça, je crois que ça n'existe plus maintenant. Non. Ça n'existe plus. Non, en fait, il y a des réunions de direction, département scientifique d'un côté, département littéraire de l'autre. Et je pense que les réunions de direction qui réunissent tous les départements doivent être assez rares dans l'année. En tout cas, absolument pas dans une telle... dans un rythme si... Mais si vous voulez, ce n'étaient pas les grands problèmes comme vous les examinez dans les conseils maintenant. C'était des problèmes, disons, il va falloir changer le système d'eau pour là-bas, toute une partie des locaux, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui paye, enfin vous voyez... C'était des choses concrètes, la vie quotidienne des différents services. Et puis des problèmes énormes pour les concours, pour l'organisation des concours, c'est une affaire... important dans une école qui recrute ainsi. Donc, mais c'était, je veux dire, un des bons souvenirs que j'ai. C'était une gestion de proximité, et pas une gestion lointaine où les problèmes se... Non, puis comme il y avait le directeur scientifique qui était en principe en état de répondre, c'était très... parfois ça a été un peu vif, mais ça allait bien. Puis... à la fin, Poitou, on a eu un peu marre, parce qu'il y avait un peu de critique. Donc, je crois qu'il a un peu calmé, en tout cas, les réunions des laboratoires, là, me semble-t-il, mais j'ai un peu perdu. Et Étienne Guyand ne les faisait pas du tout, lui, il faisait juste le petit conseil, en fait. Oui, je pense, ou alors il le faisait autrement. Oui, parce que je ne me souviens pas qu'il m'ait parlé des grandes réunions de grands conseils ou équivalents. Sous une autre appellation. Les grands conseils, c'était le conseil des laboratoires. Il avait peut-être une autre chose là. Et ce souci que vous avez gardé, cet intérêt, cet œil amical et compréhensif pour vos collègues des bibliothèques scientifiques qui étaient bibliothécaires ou pas, ou des personnels administratifs qui étaient chargés de gestion de bibliothèques. En fait, moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup parce que nous sommes ici dans la salle de lecture du CAFES, le Centre d'archives en philosophie, histoire et édition des sciences, qui est une équipe hébergée par le CNRS et qui a pour mission, au sein de l'école, en tant qu'unité de service, de réunir des collections ayant trait à l'histoire des sciences et à la philosophie des sciences. Et vous êtes au départ de cette bibliothèque, en fait. Vous avez
vous avez fait partie des génies tutélaires qui ont pensé qu'à l'école normale, il serait intéressant de créer une bibliothèque d'histoire des sciences. Ah oui, oui, oui. Et moi, je suis arrivée en 2005, vous étiez à la retraite. Nous nous sommes rencontrés parce que vous continuez à avoir l'amitié pour l'école normale de venir régulièrement. Et c'est vrai que vous avez été un soutien, vous avez été un conseil, et c'était très important pour moi, en tant que responsable d'une petite structure documentaire qui se montait, de pouvoir bénéficier de votre regard bienveillant. Oui. Et j'avoue que cette présence dans la continuité, au-delà de ce qu'on aurait pu attendre de vous, cette curiosité toujours généreuse pour le travail de vos collègues, pour ce qui se fait à l'intérieur de cette bibliothèque, a vraiment été un soutien tout à fait précieux. Et je voulais saisir cette occasion pour le souligner, en fait. Je suis heureux, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais été si important pour le moral. Mais, vous voyez, comme Madame Martin. Oui. Alors, l'école est toujours occupée de l'avenir et ne s'occupe peut-être pas beaucoup de son passé, alors qu'il n'est pas du tout indigne. Et moi, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est ces bibliothèques, les collections anciennes dans les laboratoires qui avaient été transférées. Bon. Je ne dis pas que dans le côté littéraire, on est toujours parfaitement géré, mais tout de même, on les avait tout de même un peu dans l'œil, pour une simple raison, c'est que les livres du XVIe siècle servent encore à pas mal de gens maintenant, tandis que la physique du XVIIe, c'est des spécialistes. Bon, donc il y avait des richesses extraordinaires. Alors, je me souviens d'une discussion avec Guyon, mon cher camarade de promotion. Il disait, mais à quoi ça sert? Personne ne vient les voir. Et tu trouveras la même chose à la Cité des Sciences et de l'Industrie ou autre. Donc pourquoi faire ça en nous? Alors, je lui répondais, mais maintenant, il y a un concept qui s'est beaucoup développé en Italie, mais qui arrive aussi en France, c'est celui de collectionnisme, l'histoire des collections. Donc, quand on a la chance assez extraordinaire d'avoir, en somme, sur place, une collection qui existait quand Pasteur, Saint-Clair-de-Ville et d'autres faisaient leurs découvertes qui ont marqué, c'est scandaleux de ne pas la conserver, enfin me semble-t-il, quand on voit ce que font nos collègues anglais pour ne serait-ce que leurs publications, Bibliothèque de Newton ou d'autres, il y a des choses... Alors, donc, j'étais en effet partisan qu'il y ait une structure, quelque chose qui veille, un peu, donc, grâce au café, c'est maintenant vu, encore que pour les livres anciens, vous les avez aussi? Alors, en fait, cette opération a dû s'articuler avec des préoccupations diverses à l'intérieur du réseau des bibliothèques, parce qu'il y a eu par exemple la création de la bibliothèque des sciences expérimentales, oui, qui résulte de la fusion de la bibliothèque de physique théorique, de la bibliothèque de chimie, de géosciences et de biologie. Et il se trouve que la direction du réseau des bibliothèques, la coordination, évidemment assurée par la bibliothèque d'Ulm, qui reste le paquebot majeur à l'intérieur de l'école. La bibliothèque d'Ulm a réfléchi au sort de ces collections, et toutes les collections anciennes de physique ont rejoint la bibliothèque des lettres au titre du patrimoine, en fait. Les collections de chimie, une partie sont venues au CAFES. En ce qui concerne les géosciences, je pense que malheureusement, la bibliothèque qui perdait de son importance avec l'éclosion du numérique et sa progression exponentielle dans certains domaines de la connaissance, de même que pour la biologie. Je pense que la bibliothèque, déjà, ne possédait plus de collections vraiment anciennes. Je sais qu'une partie a rejoint la bibliothèque d'Ulm, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, la bibliothèque d'Ulm s'est définie comme la bibliothèque devant conserver le patrimoine large, littéraire et scientifique de l'école, ce qui convient parfaitement, parce que grâce à vous, en fait, on s'est rendu compte que, en discutant avec Françoise Daufragne, que vous avez maintenu la mission principale de la Bibliothèque des Lettres, qui était acheter de la documentation importante pour l'enseignement et la recherche,
et assurer le service aux usagers de la meilleure qualité possible, en créant notamment des outils complémentaires pour les aider à se retrouver dans la bibliothèque, pour repérer les outils principaux utilisés et utilisables pour qu'ils fassent des recherches solides. Mais Françoise Daufragne m'a dit, à côté de cela, par petites touches, petit à petit, vous avez fait passer cette bibliothèque d'école, avec une utilisation d'école et de recherche, à quelque chose de plus qui est une attention à l'histoire de l'école. Alors vous avez commencé par lui demander de réunir la cote des inventaires d'archives départementales. Ensuite, vous lui avez demandé d'extraire tous les manuscrits. Elle a créé une cote des manuscrits. Ensuite, vous lui avez demandé de faire le récollement de tous les papiers scientifiques, les papiers scientifiques aux sciences larges, les archives scientifiques, ce qu'on appelle ça comme ça dans notre jargon. Et même si vous n'avez pas forcément animé beaucoup en faisant beaucoup d'expositions, etc., parce que sans doute vous n'aviez pas les forces pour vous lancer dans une telle valorisation, il n'en reste pas moins que petit à petit, d'un petit caillou après un petit caillou, on est passé par une bibliothèque d'école qui est devenue une bibliothèque aussi patrimoniale, soucieuse de son histoire, où la collègue a collecté toutes les affiches, les listes, les séminaires, tout l'événementiel qui se passait dans cette école. Et d'ailleurs, tout ce travail énorme qui a été fait, je dirais presque en base continue, a été illustré par la grande affaire du bicentenaire, à laquelle vous avez été considérablement associés. C'est la raison pour laquelle nous avons amené les livres que nous avons devant nous. Nous avons le catalogue de l'exposition qui avait été organisé aux Archives nationales à partir du travail de Françoise Daufragne et de vous-même et d'un archiviste des Archives nationales. Vous avez été à la manœuvre pour l'ouvrage concernant les archives de l'école qui sont aux Archives nationales, et c'est un outil de recherche tout à fait considérable et dont nous, tous les jours, nous nous servons pour répondre aux demandes de nos lecteurs. Et c'est vrai que petit à petit, sans le dire, sans le formaliser de la manière dont je suis en train de le faire, il y a un patrimoine de l'école qui s'est constitué et qui est mobilisable. Oui. Je m'en réjouis. Il faut dire qu'ayant travaillé pas mal sur les fonds anciens et l'histoire des bibliothèques anciennes, j'ai toujours été assez sensible à l'histoire dans sa matérialité, et que donc c'était un danger ici vraiment que tout se perde. Vous voyez. Donc, en ayant habité l'appartement de Pasteur à l'école normale, vous avez été très concrètement saisi par la dimension historique des lieux. Oui, des lieux et des fonds souvent superbes, qui représentent, disons, une vision de la science au XIXe siècle qui n'est pas du tout... En fait, c'est une vision un peu... sachronique, pas diachronique, là, qui est vraiment très intéressante. Alors, je suis vraiment heureux que j'avais vu, c'était justement au temps du Conseil des Sages, avec c'est Poitou qui avait demandé, sur mes conseils à Madame Pantin, de faire une sorte d'état des fonds anciens scientifiques, qui a été une fois un peu à la base de certaines choses. Et si l'esprit change et si les gens sont maintenant sensibles que ce qu'ils considèrent comme de vieux papiers ou des choses peuvent être tout à fait passionnants et des trésors, j'en serais vraiment content. Parce que l'école normale, ça a une histoire, il y a beaucoup de gens tout à fait éminents qui y sont passés, élèves ou visiteurs ou autres, donc c'est vraiment dommage de ne pas tenir compte de ce passé. Bien sûr, et ça nous vaut en fait une fréquentation de chercheurs à l'échelle internationale. Oui. Ici, nous accueillons des chercheurs de tous les pays du monde pour venir voir des fonds d'archives. Et récemment, nous avons une jeune chercheuse qui est venue parce qu'elle travaillait sur l'histoire de l'école, et une Allemande. Et du coup, nous avons pu mobiliser tous les outils de recherche que vous avez constitués dans une cote, et nous avons pu l'aider dans son travail.
j'avais envie, après, d'élargir le périmètre. Quel serait pour vous, comment avez-vous voulu que la bibliothèque des lettres, la bibliothèque générale de l'école, dont vous avez été le directeur, apparaisse dans le paysage des bibliothèques parisiennes, dans le paysage des bibliothèques françaises, et pourquoi pas au niveau international? Quel type d'identité? Alors là, je pense que vous me prêtez une profondeur de vue que je n'ai pas du tout. Là, j'ai un peu parfois réfléchi au niveau de la collection parisienne. Bon. Et de fait, j'avais fait, ça si je le retrouve, il faudrait que je vous le montre, un petit article dans les nouvelles du livre ancien. On avait fait, c'est un des premiers numéros, le 5 ou le 6, sur une montagne de livres, c'est-à-dire les bibliothèques qui se... Vous l'avez vu? Non, mais... Oui, c'est une montagne de livres, c'est la montagne Sainte-Geneviève. Donc on avait essayé de faire... Ah oui, ça vous amuserait, parce que de faire une sorte de tableau, avec les collègues bien sûr, des fonds anciens patrimoniaux qui se trouvaient sur la montagne. Il y en a beaucoup, auxquels on ne pense pas forcément. Et alors, donc on s'était bien amusé à faire ça. Et puis je me suis dit, il faudrait le faire aussi pour le 6e, mais là, les forces sont manquées. Mais si vous le retrouvez, je dois en avoir on avait même fait un plan du 5e avec toutes les bibliothèques. Les gisements. Oui, des gisements, et pour s'y retrouver. Et c'était assez drôle. Là, vous voyez, on avait une vision, au moins, c'était dans l'optique des fonds anciens, et pas de la physique ou autre. Des fonds identifiés, tels que le fonds Cuvier, que la Bibliothèque des Lettres possède. Et puis, on avait fait un article sur les Pères du Saint-Esprit. Là, vous voyez, donc il y a des bibliothèques, les Irlandais qui ont un fonds pas négligeable. Enfin, vous voyez, donc on s'était occupé de ça. Et maintenant que je vois à l'école, elle a les meilleurs rapports avec les Irlandais, donc pourquoi ne pas refaire ça une fois de façon plus... C'était dans le cadre de cette petite revue, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Nouvelles du livre ancien, qui est publiée en principe par l'Institut des textes et la Nationale. Je crois que maintenant, elle est en train de vieillir beaucoup. Mais c'était justement pour aider les chercheurs du livre ancien. C'est ce que maintenant on ferait sous forme de blog, vous voyez. Bien sûr. Mais il y avait des articles parfois très, très utiles. On a la collection ici, là, donc possible. Ce sera facile à trouver. Oui. Et voilà, en gros. Mais à l'échelon national, non. Simplement, il peut se trouver qu'on ait des choses utiles pour les chercheurs français ou autres. Dans ce cas-là, c'est comme n'importe quelle collection qui se trouve avoir. On n'a pas... peut-être pour l'Antiquité, il y a eu des domaines qui, par suite de hasard ou de dons ou de politique, ont été mieux développés que d'autres et dépassent le niveau de culture générale que voulait Lucien Hère, culture générale déjà très pointue. Donc, pour l'Antiquité, en effet, on a eu, par les échanges, disons, un fonds qui n'est peut-être pas très courant en France, et qui complète celui... Il est considéré comme un fonds d'excellence. Oui, enfin, le fonds, à l'origine, c'était la Sorbonne, qui était la grande bibliothèque pour l'Antiquité, etc. Puis la Sorbonne a eu ses problèmes, etc. Donc elle est peut-être... Mais après tout, puis ils ont aussi pris un système affreux, c'est-à-dire que maintenant, ils cotent les livres suivant leur arrivée. Alors le tome 1 sera 10 500, le tome 2, 17 000. Donc, si vous voulez, c'est comme le numéro d'inventaire, d'une certaine manière. D'accord. Le numéro d'inventaire sert de code. D'accord. Et alors ça, c'est exactement ce qu'on a refusé avec horreur. Mais c'est peut-être parce que vous étiez en libre accès et eux mettent leurs ouvrages en magasin. Oui, mais il y avait eu un effort pour mettre justement de plus en plus de choses en libre accès à la Sorbonne. Mais pour ce qui est... Mais alors que certaines collections, je ne sais pas, les Monumenta Germania Historica
soit dispersé comme ça. Ça me révulse. Donc là, nous, comme on les a gardés ensemble, on a une certaine place face à cette... voilà. Maintenant, quelques vieilles habitudes. Merci. Pour finir, est-ce que je pourrais vous demander, est-ce que parmi toutes ces années de travail, comment considérez-vous votre bilan? Quelles sont vos plus grandes réussites? Et qu'est-ce que vous auriez aimé réussir davantage? Alors, comme réussite, écoutez, je dirais que on ne parlera pas de ce que j'ai pu avoir comme influence sur les jeunes à qui j'apprenais de lire des manuscrits latins. On en parlera une autre fois. Parce que, mais je crois que le point, ça a été d'assurer la présence de la bibliothèque au niveau de toute l'école, matérialisée par les espaces qu'on a gagnés, très important, ça, avec M. Martin, mais enfin c'était... Puis l'augmentation du personnel, et du personnel qu'on a essayé de choisir tant que ça a été possible, c'est-à-dire qu'en évitant des gens envoyés par des commissions paritaires qui ne tiennent peut-être pas tout à fait compte des besoins Donc on a réussi à avoir des gens très compétents, comme vous avez pu les voir là. Madame Hart, Madame Daufragne et d'autres, on les a recrutés sur leur bonne mine, et à ce moment-là, c'était possible. Vous voyez, maintenant, ce serait beaucoup plus compliqué. Et puis, aussi, ce qui a été pas mal, c'est qu'il y a eu une sorte de communauté de lecteurs qui ont été très dévoués à l'institution. Vous voyez, ça fait plaisir là, pour les gens. Alors, ce qui a été un peu lent, mais c'est, n'étant pas informaticien de goût, je n'ai pas poussé énormément dans l'informatisation, mais disons, avec aussi, j'avais été assez, disons, abasourdi par les réunions du BIP. Est-ce que vous connaissez ça? Bureau pour l'informatisation des bibliothèques, ça a été une fois. Ça me semblait complètement fou. Donc, si vous voulez, c'était là officiellement les penseurs des bibliothèques. Donc, je ne trouvais pas que c'était bien fait. Bon, puis après, ça s'est changé quand ils ont pris le logiciel hollandais, Pika ou autre. Enfin, ça c'est devenu beaucoup plus efficace, là. Maintenant, c'est la base qui... Mais alors, nous, on avait été assez... Et puis, finalement, comme je l'expliquais dans d'autres... C'est en voyant tourner beaucoup de bibliothèques à l'étranger, j'ai vu des informatisations qui étaient vraiment réussies, et j'ai réussi, avec l'aide de mesdames Bénard et Trédé, à acheter un logiciel qui fonctionne encore et qui peut sûrement être perfectionné maintenant, hein, puisque ça fait combien 18 ans que vous voyez. Mais ça a été... vous voyez, peut-être qu'il aurait fallu aller plus vite, faire une réinformatisation. Je ne suis pas sûr, là. Et puis, enfin, de toute façon, j'ai eu le nez ou la chance de récupérer Madame Ablin, qui a suivi des projets tout à fait depuis le début et avec une compétence bien utile qui dépassait beaucoup la mienne, pour dire ce qui est. Donc ça a été un point. Voilà, puis peut-être que parmi mes regrets, oui, j'ai peut-être été un peu trop vigilant sur l'accès à la bibliothèque. J'ai fait une ou deux bêtises, parce que mon principe, c'était, si quelqu'un demande, je lui accorde l'attrait, et éventuellement, sur certaines conditions, le prêt, mais s'il ne demande pas, je ne le fais pas. Je ne propose pas. Et bien là, je me suis trompé, et il y a une ou deux personnes à qui, manifestement, j'aurais dû proposer, et ils en auraient été très reconnaissants, et ça a créé des réunions.
mea culpa. Mais, donc je dis ça, ils sont morts maintenant. Là, donc, mais vous voyez, bon, mais ça c'était, mais il faut pas, je voulais pas, si vous voulez, calfauder notre petit truc qui fonctionnait, je vous le répète, parce qu'on n'était pas trop nombreux, parce que tout le monde y mettait un peu du sien, etc. Alors si on savait qu'il suffisait d'être un illustre savant pour avoir accès à tout, peut-être que, en général, je ne me suis pas trop mal débrouillé, mais dans certains cas, c'était une erreur. Voilà. Moi, il y a quelque chose qui me frappe en discutant avec les membres de votre équipe, c'est qu'on a vraiment eu l'impression, ils nous disent tous que vous étiez très présents et que tous les jours vous vous teniez au courant de l'avancée de leurs travaux, et ils ne nous donnent pas l'impression que c'était seulement dans des visées directoriales, qui étaient tout à fait légitimes de toutes les manières. On a vraiment l'impression que vous êtes appuyé sur une équipe de personnes qui ont su évoluer et suivre les évolutions de la bibliothèque, et que c'était un échange quotidien en fait, que vous suiviez leur travail, mais que vous teniez compte du retour qu'ils vous faisaient, de l'expertise qu'ils ont développée au cours des années. Bien sûr, là c'était, puisqu'on avait la chance d'avoir des lecteurs extrêmement, parfois un peu méchants, mais enfin dans l'ensemble très constructifs, et puis un personnel dont la quasi-totalité était très investi et très, très compétent. Donc quand il y a des gens qui sont compétents, on n'a qu'à apprendre. Oui, mais en général, ils sont entrés à un niveau et ils ont bien évolué. C'est ça que je veux dire. Oui, à la fois dans leurs tâches et à la fois dans leur carrière. Alors, disons, ça, dans leur carrière... Pas forcément d'un point de vue financier et statutaire. Non. Mais dans le contenu oui, je de pense leur que les travail. gens ont trouvé des choses qui leur plaisaient. Et si vous voulez, il y a suffisamment de choses à faire. Si on peut faire ce qui est utile, ce qui vous plaît et ce qui est utile à l'ensemble, c'est le rêve. Bien sûr. Vous voyez. Mais oui, par exemple, l'atelier de restauration de livres, dont on n'a pas parlé du tout, mais c'est une chose. Vous savez que j'avais fait venir une restauratrice de la Bibliothèque nationale de Budapest quand je suis allé là-bas. Mission, j'ai vu la Bibliothèque nationale, où ils sont extrêmement compétents. Et puis, c'était encore l'époque où les malheureux avaient beaucoup de mal à sortir. Donc, on s'est débrouillé pour faire venir, pendant 2 ou 3 mois, Madame Xigler, là, qui a appris beaucoup à Madame Carrier. À Madame Carrier. Et on a 1 ou 2 livres anciens, superbement restaurés, par donc Madame Xigler, là, et qui a servi, en somme, de moteur pour un temps. Donc ça, c'était un truc dont j'étais assez content, vous voyez. Au début, les gens disaient, mais oui, mais il y a 123 personnes inscrites sur les listes de Pôle emploi qui ont une qualification de reliure, et vous voulez faire venir une personne supplémentaire de Hongrie. Alors on a dû fournir le renseignement que ce n'était pas exactement la personnalité lambda qui est... Non, voilà, donc ça marchait dans ce cas-là, mais d'autres choses ont raté. Voilà, c'est la vie. Mais c'était très agréable de voir des gens très compétents dans leur domaine et qui avaient envie de travailler ensemble, la quasi-totalité. Parce que quand il y a quelqu'un qui se sépare, ça complique la vie. Vous voyez, mais heureusement, tous ceux qui vous avez interrogés. Oui, tout à fait. On se rend compte qu'ils sont restés dans la durée. Donc ça, c'est un signe qu'on se sent bien quelque part. Oui. Nous vous remercions beaucoup, monsieur. Je vous en prie. C'est moi qui étais très content d'évoquer ces souvenirs d'anciens combattants.